Ouais, alors déjà que je suis bavarde en temps normal, hein, ne nous le cachons pas, mais en plus, comme ça fait pratiquement depuis fin août que je n'ai pas allumé ma caméra puisque toutes les vidéos que vous avez eues étaient pré-filmées et qu'ensuite il y a eu une absence pendant plus d'un mois sur la chaîne, le verbiage va être intense, j'espère que vous êtes prêts. Hello mes petits pains au raisin à la béchamel, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver enfin sur la chaîne après plus d'un mois de silence pour un update lecture qui va être un petit peu acrobatique parce que d'un côté ce sont des lectures que j'ai faites il y a un moment, donc avec ma mémoire un peu vacillante de presque trentenaire et il y a des notions, des noms, peut-être des éléments d'intrigue que j'ai plus franchement en tête, qui sont un peu brumeux et en même temps ça aurait été dommage de se priver de ces livres là parce que déjà il y a pas mal de bonnes lectures et en plus de ça, sans le vouloir, il y a eu un fil conducteur pendant plusieurs semaines où à chaque fois que je sortais un livre de ma bibliothèque, il y avait un élément commun à tous ces bouquins et je vais pas faire durer le suspense puisque je pense que je l'aurais mis soit sur la miniature soit dans le titre de la vidéo, c'est un personnage anxieux, l'anxiété, et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de regrouper pour une fois pas mal de lectures sous un thème commun et c'était même pas fait exprès, donc sans plus de blabla, on y va tout de suite. La lecture qui a ouvert le bal de ces personnages anxieux, il s'agit de H tendre, le dernier roman écrit par Clémentine Beauvais et publié aux éditions Sarbacane dans leur collection X-Prime. Dans cette histoire qui est totalement farfelue, on va suivre Valentin, un ado âgé de 14 ans qui est très anxieux, je pense que c'est même que le prénom. Il aime maîtriser son environnement, ce qui lui arrive pour avoir un peu le contrôle de la situation pour ne pas paniquer tous les 4 matins. Et le souci, c'est qu'il va être tiré de sa zone de confort puisque dans la société dans laquelle il évolue, la présidente de la République a décrété que chaque adolescent de son âge, je crois que c'est entre la 4e et la 3e ou la 3e et la seconde, je ne sais plus, doit effectuer un service civique d'une durée d'1 an pour rendre service à la communauté, s'ouvrir de nouveaux horizons. Le jeune garçon va donc être contraint de monter un dossier pour espérer avoir un truc à peu près pépère, genre, je sais pas, jardinier dans une mairie pour être vraiment tranquille, sauf que il va se retrouver propulsé dans le Pas-de-Calais, dans une maison de retraite qui va gérer les patients atteints d'Alzheimer, et le jeune garçon va se retrouver du coup dans une unité qui a pour particularité de reproduire vraiment tout l'environnement des années 60 pour que les pensionnaires ne se sentent pas trop pris au piège. Déjà que le principe de base avait tout pour me plaire puisque un personnage anxieux propulsé dans un environnement ultra anxiogène, ça pouvait donner lieu à des situations rocambolesques et la première mission de son service civique quand il va débarquer dans cette unité, ça va être de répondre à une pensionnaire qui rêve de voir débarquer Françoise Hardy pour leur chanter des chansons, sauf que ça risque pas tellement de se faire et le jeune homme a donc pour mission de lui écrire une fausse lettre pour la dissuader de toute velléitude chansonnale. Oui, je ne sais absolument pas ce que je vous raconte. Mais comme il ne veut absolument pas lui briser le cœur, il va lui répondre que oui, ça va se faire. Et la façon dont ce jeune homme va se dépatouiller avec ce mensonge qui est plus gros que lui, c'est à la fois le point de départ et en même temps le fil rouge, et en même temps c'est presque anecdotique, j'ai envie de dire, tellement le récit est assez riche, est assez humain pour nous faire penser à 1000 autres choses, et c'était quand même assez chouette, même si. Je reconnais qu'il y a vraiment une chaleur, une humanité, une profondeur, une douceur, une émotion qui se dégage vraiment au fil des pages, sauf que là où ça a pêché à mon sens, c'est vraiment sur 2 points spécifiques, c'est que d'un côté, tout le récit va être tourné comme un rapport de service civique, donc ça va vraiment être des documents, un journal de bord, écrit du point de vue d'un adolescent de 14 ans, donc stylistiquement c'est assez pauvre et Clémentine Beauvais a vraiment joué le jeu à fond, donc quelque part, je pense que ça apporte un côté vraiment atypique au récit. Sauf que on perd en littérarité, on perd en élégance, on perd en qualité vraiment. Il y avait moins cette plume qui nous accroche, qui nous embarque, qui nous berce, qu'on pouvait retrouver dans les autres romans de l'autrice. Et ça rejoint plus ou moins le deuxième point négatif que j'ai envie de soulever par rapport à ce roman, c'est que j'ai eu du mal avec le personnage de Valentin, parce que c'est un ado de 14 ans qui certes souffre d'anxiété, donc je me suis reconnue dans beaucoup de situations où il perd le contrôle, où il aimerait pouvoir vraiment donner plus, mais c'est juste en dehors de ses capacités, et j'ai aimé le voir s'ouvrir, sortir de sa coquille et vraiment changer au fil de cette année. Mais il est quand même assez antipathique, il faut bien le reconnaître, il est d'un égoïsme et d'une immaturité qui sont quand même assez démentielles. Donc ça m'a énormément crispée à certains moments, notamment dans la relation avec son père et sa belle-mère, mais il y a beaucoup d'autres situations qui vont être ponctuées comme ça, de cette espèce de côté vindicatif du personnage qui est irritant au possible. Et c'est un peu dommage parce que j'aime les personnages neuroatypiques et je me demande si Valentin, vraiment avec son côté très rigide, avec sa façon très différente d'appréhender le monde, je me demande s'il se balade
malade, pas un petit peu sur le spectre autistique. Et c'est pas grave, c'est ok. Il y a aussi une notion de travestissement, mais encore une fois, c'est vraiment accepté et c'est ce que j'ai vraiment aimé, mais le personnage est crispant et est un petit peu agaçant et ça enlève un peu de la douceur au roman, mais pour autant c'était une bonne lecture, peut-être pas la meilleure pour moi de l'autrice, mais si vous cherchez quelque chose d'assez lumineux, de différent, d'un peu espiègle et surtout avec deux temporalités puisque le Valentin d'1 an plus tard va pouvoir revenir sur ses écrits en cours de route et c'est assez savoureux, il y a des personnages secondaires qui sont terriblement attachants, donc vraiment beaucoup de très bonnes choses dans ce roman avec quelques pointes plutôt décevantes. Et après cette maison de retraite des années 60 totalement avant-gardiste, on va passer à un roman qui pourrait être post-apocalyptique mais pas vraiment, assez déroutant, que je suis vraiment ravie d'avoir eu l'occasion de lire. Ce roman en question, il s'agit de La dernière abeille, écrit par Bren McDibble et publié aux éditions Helium. Dans cette histoire, on va suivre Pivoine, une petite fille âgée de 9 ans qui vit avec sa sœur Mags et son grand-père dans une petite cabane près d'une exploitation agricole et le rêve de cette petite fille c'est de devenir une abeille. Ambition à ne pas prendre dans le sens strictement littéral, elle ne rêve pas d'avoir un petit duvet, d'avoir 2 couleurs et des ailes, non, elle rêve de devenir une pollinisatrice puisque dans cet univers, les abeilles, les vraies, ont disparu de la surface de la Terre. Alors à la base, franchement, moi je m'attendais à un récit totalement post-apocalyptique puisqu'on nous l'a assez répété, le jour où les abeilles disparaîtront, l'humanité va suivre le même chemin puisqu'on ne peut pas vivre sans la pollinisation. Et en fait, dans cette histoire, on part du principe que ces insectes ont disparu, mais les hommes se sont réagencés, la société humaine est vraiment divisée entre ceux qui continuent d'habiter dans les villes et de récupérer les richesses qui sont produites à la campagne, mais vraiment tous ceux qui habitent en périphérie de ces grandes mégalopoles ont vu leurs conditions de vie totalement changer. On vit dans des petites cabanes, il n'y a plus vraiment d'électricité, c'est vraiment revenu à un rapport à la nature qui est sain, on produit ce dont on a besoin, on travaille la journée et voilà, il n'y a plus tout le superflu auquel on est habitué aujourd'hui. Et c'est assez intéressant à voir, mais surtout du coup les enfants sont divisés en plusieurs catégories puisqu'on travaille vraiment dès notre plus jeune âge et vous avez les vermines, auxquelles sont d'ailleurs rattachés Pivoine au début de l'histoire, qui sont les enfants qui ont en charge en fait de détacher tout ce qui peut être nuisible sur les récoltes pour éviter qu'elles soient détruites. Et vous avez aussi les abeilles qui sont donc des enfants qui ont des bâtons avec des plumes qu'ils trempent dans des petits pochons de pollen et qu'ils vont aller comme ça disséminer sur les arbres et sur les plantes. Et cette petite rêve vraiment d'appartenir à cette caste parce qu'elle est vive, parce qu'elle est rapide, parce qu'elle est habile et ça ne se fait pas parce qu'elle est trop petite. Et le fond du problème c'est que sa mère, qui vit donc à la ville en tant que gouvernante, revient de temps en temps pour essayer d'embarquer sa fille avec elle pour la faire travailler et lui offrir ce qu'elle considère comme une vie normale, sauf que la petite ne veut pas quitter les champs, elle ne veut pas quitter son grand-père, elle ne veut pas quitter ce mode de vie qui est simple, qui est sain, qui est juste connecté à la nature, aux animaux, au rythme des saisons. Et du coup il y a une grande dichotomie dans la famille et la première moitié de ce récit est très dure puisque la mère a un comportement qui est à la fois abject et que quelque part on peut comprendre. Et il y a des histoires de violence physique et on force la petite à faire des choses qu'elle ne veut pas. Il y a des tentatives de fuite, elle est battue, enfin c'est vraiment hyper dark pour un roman jeunesse. Et la deuxième moitié va se passer à la ville avec Pivoine qui va du coup rentrer au service d'une famille riche. Et dans cette famille, il y a Esmeralda, qui est une petite fille qui a peur d'absolument tout. Elle est terrorisée, elle ne peut pas sortir de chez elle sans être escortée pour aller à l'école, c'est un enfer. Et la rencontre entre cette petite fille intrépide qui n'a peur de rien, qui n'a pas grand chose mais qui s'en contente, avec cet enfant qui a tout pour être heureuse mais qui pourtant est vraiment enfermée dans des carcans de peur, ça va donner quelque chose de merveilleux et j'ai véritablement beaucoup aimé l'influence que Pivoine va avoir sur Esmeralda. C'est si doux, c'est un roman sur l'amitié, ce qui nous fait réfléchir à la fois sur nos peurs, sur ce qui nous limite au quotidien et aussi de notre rapport à la nature, au modernisme, à ces gadgets qui nous facilitent la vie mais qui sont peut-être pas du meilleur effet sur la nature. Bref, c'était un roman écologique, d'amitié et je vous le conseille vraiment. Si ce que je viens de vous dire vous tente, c'était une excellente lecture. Et après ce petit roman que j'ai quand même eu besoin de digérer parce que même si c'est de la jeunesse, c'était très mature comme propos, comme plume, comme univers, j'ai eu besoin d'un truc qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger. Je me suis tournée vers une romance qui a tout d'une sitcom M6 de Noël mais qui est réconfortante à souhait et que j'ai adoré. Il s'agit du Poids des sentiments, c'est écrit par N.R. Walker et publié aux éditions MXN Bookmark. D'aspect, on est sur quelque chose déjà d'assez kitschouille, on se dit que ça va pas être inoubliable, que ça va un peu enlaidir notre bibliothèque, mais franchement, ne vous fiez pas à sa couverture parce que l'histoire à l'intérieur était tellement mignonne, c'était comme un roulé à la cannelle avec un bon chocolat chaud,
un soir d'automne, c'était juste réconfortant et adorable à souhait, c'était génial. Dans cette histoire, on va suivre Henry, qui est un Australien âgé d'une trentaine d'années, qui au début de l'histoire se fait larguer, mais alors comme une merde, par le mec avec qui il est en couple depuis 8 ans je crois, et du jour au lendemain, ce dernier va se barrer, lui dire que vraiment leur vie ensemble n'est plus possible, qu'il est devenu chiant, qu'il s'est totalement laissé aller, qu'il est devenu gros, qu'il est devenu flasque, que tout ce qui l'intéresse c'est lire des bouquins et de manger. Donc il claque la porte sur ses bonnes paroles, Henry va se retrouver mais totalement déboussolé, totalement désemparé à ne pas savoir quoi faire de lui. Et dans ce qui va être, je pense, un élan pour essayer de donner tort à son ex et de se remonter le moral et surtout peut-être de le reconquérir, Henry va pousser la porte d'un club de gym pour essayer de se remettre un petit peu en forme et il va tomber sur Reed, qui est donc un coach sportif qui ressemble à Thor, qui a tout ce qu'il faut là où il faut, qui est hyper solaire, qui est hyper avenant, qui est drôle, qui est sincère. Les deux vont tout de suite matcher et ça va donner lieu à des rencontres sportives hilarantes où Henry va apprendre à se reconnecter un peu avec son corps qu'il avait mis au second plan. Et ces deux hommes vont se lier d'amitié, vont commencer à se fréquenter en dehors de la salle de sport. Et petit à petit ça va glisser vers une romance. Je vous en dis pas plus puisque de toute façon il n'y a pas non plus 1000 thématiques qui sont abordées, mais j'ai adoré cette histoire parce que là où on peut penser que c'est vraiment caricatural et stéréotypique, ce qui est pas faux en soi puisque c'est quand même l'archétype du beau gosse musclé qui va rencontrer un mec quelconque qui va du coup se sentir mieux dans sa peau grâce à lui, mais ça marche bien et c'est lumineux et c'est surtout déculpabilisant puisque l'ex est présenté vraiment comme un connard fini et on va pas nous vendre reprendre sa vie en main et devenir ultra mince et apprendre à redevenir sportif comme une fin en soi, c'est plutôt juste une façon de se reconnecter à soi, de changer les idées, de prendre soin de sa santé. Et j'ai trouvé ça vraiment juste parfait. J'ai passé un excellent moment, les deux personnages fonctionnent bien, c'est drôle. Alors au début, Henry me faisait un peu l'effet d'être un clown ou alors en tout cas un truc un peu lourdeau, un peu potache qu'on regarderait à la télé et je sais pas, j'avais l'impression que mon chat s'était assis sur la télécommande de l'humour et qu'en fait elle avait bugué sur le plus et au début je me disais mais c'est pas possible, on peut pas m'inonder comme ça de blagues, de références, de vannes et le mécanisme de l'humour on connaît mais trop c'est trop. Sauf qu'en fait j'ai fini par m'y faire et ce personnage est terriblement attachant, terriblement drôle et voilà, les deux fonctionnent bien, les personnages secondaires sont chouettes aussi, les situations ne cassent pas trois pattes à un canard mais vraiment ça se lit très bien et si vous cherchez une romance là pour ces temps à venir qui est juste enveloppante, à laquelle vous retournez avec plaisir et satisfaction, allez-y, c'est vraiment open bar, c'était trop bien. Et après ce récit guimauve assez conventionnel mais qui m'a beaucoup plu, je me suis tournée vers un roman jeunesse avec un projet un petit peu plus atypique, avec une plume plus ciselée, plus exigeante. Il s'agit de L'âge des possibles de Marie Charte, publié aux éditions de l'École des loisirs. Dans ce roman contemporain qui se déroule aux États-Unis, on va suivre principalement 3 personnages. On va commencer par Temple, qui est une adolescente d'à peu près 16 ans, qui vit dans un milieu plutôt rural avec ses parents qui tiennent une épicerie, qu'elle ne quitte jamais puisque elle a son spot, elle connaît les habitués, c'est réconfortant, c'est habituel, c'est zéro nouveauté, sauf qu'un jour elle va devoir se rendre à Chicago pour assister au dernier spectacle de sa danseuse préférée, donc elle va devoir aller chez sa sœur, toute seule, et ça l'angoisse sérieusement, surtout que quand elle va débarquer en ville, sa sœur n'est pas là pour l'accueillir parce qu'il y a eu un contretemps de dernière minute. Et sa route très angoissée puisque le taux d'anxiété, la jauge d'anxiété, elle a atteint des niveaux jamais connus de l'espèce humaine, va croiser celle de Rachel et Saul, qui sont 2 adolescents amish qui, du jour au lendemain, sont partis sans prévenir personne en Rumspringa. Donc c'est une parenthèse qui est autorisée dans le monde des amish pour que les jeunes puissent découvrir en fait ce qu'ils ne connaissent pas, la modernité, les transports, qu'ils puissent connaître les spectacles, les cafés, fumer, boire, enfin voilà, vraiment faire tout ce qu'ils veulent pendant un an pour savoir à quoi est-ce qu'ils renoncent par la suite en épousant le style de vie des Amish. Et Rachel pensait vraiment pas un jour profiter de ce Rumspringa puisque pour elle, ce monde lui convenait très bien tel qu'il était, elle savait quel était son avenir tout tracé, elle allait épouser Saul, elle allait reprendre le flambeau de la famille et ça lui allait très bien. Sauf que un beau jour, ce garçon dont elle est amoureuse va lui dire « Viens, on part en couple, on va faire ce Rumspringa et on va changer les idées. » Donc il débarque à Chicago, totalement paumé, et le destin de ces 3 personnages va se télescoper et c'était juste génial. Mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose, j'ai été totalement embarquée par Temple qui est donc une héroïne bouffée d'anxiété et de frayeur qui va peu à peu apprendre à se détendre aux côtés de personnes qu'elle ne connaît pas et j'ai adoré suivre l'épanouissement, la floraison, on peut pas dire autrement, de Rachel qui va du coup
totalement être confrontée à un monde qu'elle ne voulait pas spécialement connaître et qui va réveiller des choses en elle qu'elle ne pensait pas être là. Et de l'autre côté, on va suivre aussi Saul, qui était persuadé d'avoir besoin de cette parenthèse, qui était persuadé de pouvoir passer du bon temps, qui va se retrouver confronté à des murs, en fait à des barrières dont il ne pensait pas souffrir et être prisonnier. Et les trois vont vraiment se soutenir, s'aider à se découvrir les uns les autres et ils vont errer dans Chicago pendant plusieurs jours, découvrir un autre personnage que je vous laisserai le soin de connaître. Et vraiment, il y a énormément de choses qui m'ont beaucoup plu, la plume était si belle et il y a de très jolies réflexions. Et pour autant, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment manqué. Peut-être que c'était trop court, peut-être que c'était trop expéditif, que c'était trop hors du temps. Et en fait, il y a un élément que je n'arrive pas à qualifier qui a fait que cette lecture, pour moi, ne restera pas dans les annales. Donc je l'ai aimée par son côté atypique, par son côté vraiment humain, lumineux. Mais pour autant, je m'en suis séparée, je l'ai pas gardé dans ma bibliothèque parce qu'il m'a manqué quelque chose pour que ce soit vraiment une lecture incroyable. Je sais pas quoi vous dire de plus, je pense qu'on a toutes et tous des lectures comme ça qui nous ont plu fondamentalement, mais auxquelles il manquait on sait pas quoi pour qu'elles deviennent vraiment géniales, et ça nous frustre et on referme le livre en disant ah, j'aurais aimé aimer plus, voilà. Donc n'hésitez pas à partager les vôtres comme ça en commentaire, je pense que ça peut être très intéressant. Et du coup de cette lecture un peu on sait pas, et ben j'ai glissé vers un coup de cœur intersidéral qui m'a littéralement sauvée à un moment où j'avais pas du tout le moral, mais sans pouvoir mettre le doigt sur ce qui n'allait pas, encore une fois. Et du coup je l'ai pris un soir pour m'accompagner dans un bain, vous savez, pour essayer de me décontracter. Et j'ai pas du tout été déçue puisque je l'ai lu dans mon bain, et après je suis allée me coucher et je n'ai pas éteint, je n'ai pas dormi avant de l'avoir terminé, tellement j'étais bien avec ces personnages. Et il s'agit de À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je sais même pas si je vais trouver les mots pour vous expliquer ce que m'a fait cette lecture, parce que en soi c'est un contemporain qui n'est pas révolutionnaire mais qui était tellement vrai, qui était tellement sincère, qui était tellement empreint à la fois d'émotions contradictoires, enfin c'était à la fois désespérément triste et terriblement émouvant, un peu drôle, très tendre, très honnête. Bref, je vais vous raconter quand même de quoi est-ce que ça parle. Dans cette histoire, ça va être un roman choral entre plusieurs personnes. Vous avez d'un côté Alix et Armand, donc la fille et son père. Elle fait des études de théâtre parce qu'elle rêve de devenir actrice. Son père est très très protecteur parce que sa femme l'a quitté un beau jour et donc du coup il s'occupe de sa fille depuis toutes ces années. Et peut-être qu'il a envie d'autre chose mais sans vraiment le savoir. De l'autre côté, vous allez suivre Luce qui est une femme âgée, qui a perdu son mari il y a quelques années, qui a décidé que la vie ne valait plus la peine d'être vécue, et un soir de désespoir particulièrement intense, avant de mettre fin à ses jours, elle décide d'envoyer un texto sur l'ancien numéro de son mari, et il va se passer quelque chose qui va faire que peut-être elle va reporter ce geste désespéré à plus tard, ou pas. Et vous avez Titouan, qui est un adolescent pour qui tout se passait plutôt bien jusqu'au jour où il a décidé comme ça, sur un coup de tête, de ne plus jamais sortir de sa chambre parce que la vie est trop compliquée, parce que juste il est bien dans sa chambre et qu'il refuse de voir ça comme un problème et qu'il ne comprend pas du coup l'attitude de ses parents qui sont hyper inquiets, qui vont tour à tour essayer la gentillesse, le chantage, la force pour l'extirper de ce monde dans lequel il est en train de s'ostraciser. Et vous avez une prof de théâtre qui semble avoir quelques petits problèmes d'attachement relationnel avec ça, et bref, le tout supervisé par un vendeur de crêpes salées qui sait toujours ce que vous allez aimer au moment où vous allez passer commande. Et donc ça sent bon la Normandie, ça sent bon le théâtre, ça sent bon les secrets, ça sent bon l'ambition, le deuil, les troubles mentaux. Il y a énormément de thématiques qui sont tissés, qui se rejoignent et qui petit à petit vont créer une toile qui est juste émouvante au possible. C'est vraiment un récit qui m'a bouleversée parce que j'ai été fondamentalement attachée au personnage et que quand je l'ai refermé, il me manquait, donc c'est déjà très très bon signe. Et leurs destins vont se croiser de façon plus ou moins voulue, de façon plus ou moins télescopée, et c'était vraiment réjouissant, et on aborde beaucoup de choses, et voilà, que ce soit l'ambition de la jeunesse, que ce soit le fait d'étouffer avec un parent qui est trop protecteur pour nous et de souffrir de l'absence de l'autre parent qui n'est plus là depuis des années. Et il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées avec justesse. Je vous en dirai pas plus parce que je veux pas que vous puissiez deviner qui va commencer à parler avec qui, ni comment, ni pourquoi. Je vous dis juste que c'est un récit choral à mettre entre toutes les mains. C'était vraiment beau, la plume est sincère, je radote, mais voilà, elle est sincère, elle est lumineuse, elle est douce, et voilà, elle est pas prétentieuse.
Et c'était si bien. Je ne sais plus quoi dire, j'espère que je vous aurai donné envie parce que c'est foutraque, mais c'est souvent comme ça quand on parle de nos coups de cœur. Et voilà, à quoi rêvent les étoiles, c'est très beau. Et peut-être que pour essayer de rationaliser davantage mon ressenti, je pourrais vous dire que Manon Fargeton est partie du principe pour écrire ce roman qui veut que chaque personne sur Terre est reliée à n'importe quel autre individu par une chaîne de 6 interlocuteurs différents maximum. C'est-à-dire que en gros, moi, je peux être reliée à Michelle Obama, allez au pif, par 6 personnes, donc une personne que je connais qui va connaître une autre personne qui va connaître, voilà. Et vous allez vous dire, mais ok, mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte ça? Parce que ça a aucun rapport avec la choucroute? Bah si, quand même, puisque je vous ai dit les personnages allaient finir par se retrouver d'une façon ou d'une autre, et surtout, bah Manon Fargeton nous raconte que la solitude, qui peut être à la fois positive, hein, c'est pas le problème, mais quand on commence à s'enfermer, à se couper des autres, elle nous rappelle qu'on n'est pas si seul, même quand on croit l'être dans les moments les plus désespérés, et c'est en ça que c'est vraiment salvateur. Lisez-le, voilà, que vous ayez le moral ou pas, juste donnez-lui sa chance, et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi dans les commentaires, je vous attends. Et même si cette chronique est partie dans tous les sens ne lui a pas rendu justice, s'il vous plaît, ne lui en tenez pas rigueur, il est bien plus chouette que ce que j'ai pu vous dire dessus. Et voilà, cette update lecture remise en jambe, un peu bavard, un peu bancal, un peu foutraque, est maintenant terminée, mais j'espère vraiment que vous aurez passé un beau moment, que ça vous aura plu, que vous aurez pioché quelques idées lecture. Et n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, vous savez, j'adore vous lire, même si j'ai pas toujours le temps ou l'énergie mentale de vous répondre, je vous lis vraiment à chaque fois et ça me fait beaucoup de bien de savoir que vous êtes là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Peut-être un autre update lecture avec beaucoup plus de graphiques cette fois-ci. Ciao ciao!